Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir Léa et Hugo Domenach qui ont sorti un récit chez Grasset qui s'appelle Les Murs Blancs. Et pour l'interroger ce soir, on part à Limoges, on retrouve Aurélie Janssens de la librairie Page et Plume. J'espère que vous êtes bien installés parce que nous avons un duplex depuis Madrid ce soir, puisque Hugo se trouve à Madrid. Donc Limoges, Paris, Costa Madrid, formidable. Avant de vous laisser converser de ce très beau récit, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser pendant la rencontre des questions à Léa et Hugo par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir vous les poser. Je vous souhaite une belle rencontre, à tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, effectivement, on est à 3 endroits relativement éloignés ce soir. Néanmoins, dans le cadre de ces rencontres, un endroit où aller, on sait où on va aller ce soir. Une adresse, le 19 rue Henri-Irénée Maroux à Châtenay-Malabry, puisque c'est là où se trouvent du coup les Murs Blancs. C'est le titre de votre livre, c'est le sujet de votre livre et c'est là où on va partir. Donc Léa et Hugo, vous avez un lien particulier avec ce lieu et ça vous tenait à cœur justement de raconter cette histoire dans ce livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de parler de ce lieu et quel lien vous entretenez avec celui-ci? Léa, je te laisse commencer. D'accord. Donc, Hugo et moi, on est frères et sœurs. Voilà, donc, et en fait, notre père a grandi en fait, dans ce lieu où nos grands-parents, qui s'appelaient Jean-Marie Domenach et Nicole Domenach, ont vécu en communauté avec 5 autres familles. Tu peux peut-être parler dans le micro un peu plus. Pardon. Vous ne m'entendez pas, pardon. Donc, en fait, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Oui. Ok, donc je disais que les Murs Blancs, c'était d'abord le lieu où ont vécu nos grands-parents en communauté avec 5 autres familles qui avaient tous et toutes pour lien la revue Esprit, parce que notre grand-père, pendant plusieurs années, a été le directeur de la revue Esprit et un de ses membres imminents, tout comme Emmanuel Mounier, donc le fondateur de la revue, et les autres membres de cette communauté. Donc nous, notre lien, c'est qu'on est les petits-enfants en fait de ces Murs Blancs et qu'à la base, on jouait dans le jardin, ou j'ai plutôt envie de dire le parc, parce qu'en fait, c'est un immense parc. C'est une propriété qui fait plus d'1 hectare, donc à Châtenay-Malabry avec 2 maisons, où on jouait quand on était petit et dont on nous avait assez peu raconté l'histoire, voire pas du tout. Et donc, je pense que c'est un peu ça qui nous a donné à un moment donné envie de l'écrire, c'est que cette histoire, très peu de gens la connaissaient, nous compris. Donc, je te laisse compléter, Hugo, là-dessus. Ouais, non, en fait, c'est ça le truc incroyable, c'est que pour nous, quand on était petits, c'était un immense parc. On adorait venir là-bas le dimanche pour jouer. En plus, comme c'était un parc, les adultes nous laissaient jouer tranquillement, donc on faisait un peu ce qu'on voulait. C'était la liberté totale. Et un jour, on s'est rendu compte que ce parc était chargé d'histoire évidemment de notre histoire, mais d'histoire de France. Qu'il y avait les plus grands intellectuels français qui étaient passés par là, qu'il y avait eu des familles qui avaient vécu en communauté. Alors, à l'origine, c'est Léa qui avait essayé qui avait d'abord appris cette histoire avant moi, qui avait essayé d'en faire un film. En fait, il y avait un intérêt plutôt modéré des boîtes de production qui trouvaient le projet un peu trop intello. Mais en fait, Macron a remis un peu toute cette histoire au goût du jour parce que en fait, il se trouvait que Macron était quand il était étudiant, il a aidé Paul Ricoeur à écrire son livre, un de ses livres les plus importants qui s'appelle L'Histoire, la mémoire et l'oubli. Et que finalement, quand Macron a été élu, cette histoire a été un peu remise au goût du jour. Et donc, moi, j'étais à l'époque journaliste au Point. Et une collègue journaliste est venue me voir et m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable, que ce lieu incroyable, tu devrais faire un livre. Et là, j'ai dit, évidemment, mais avec ma sœur qui a commencé à travailler sur le projet. Et donc, voilà, donc ils nous ont dit, un frère et une sœur qui écrivent sur une histoire incroyable, encore mieux. Et voilà, et on a été hyper contents d'écrire ensemble. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant quand vous en parlez, à plusieurs reprises, vous l'évoquez dans le livre, en fait, c'est vrai que vous êtes les petits-enfants, donc il y a eu les enfants, et au final,
plus d'ailleurs les petits-enfants d'ailleurs que les enfants, mais cet endroit, c'était un lieu de vie et effectivement, vous le dites, il n'y avait pas la mesure de l'importance de tout ce qui s'y est joué en fait. C'est plusieurs fois, vous revenez dans le livre en disant qu'effectivement, pour vous, voilà, c'était le lieu où vous alliez voir vos grands-parents, c'était un lieu de vie, un lieu où on aimait jouer, mais c'est en travaillant sur ce livre, en menant des recherches, en interrogeant des gens, que vous vous êtes rendu compte de l'importance de ce qui s'y était joué en fait. Bah, c'est sûr, hein. Et puis surtout, nous, ça nous paraissait un peu lointain pour notre génération, c'est-à-dire la revue Esprit, aujourd'hui, même si elle existe encore et qu'elle est active, etc., elle n'a plus du tout la même importance, comme d'ailleurs la plupart des revues qu'elle pouvait avoir, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre les années 45 et 80. En fait, ce dont on ne se rendait pas compte aussi et qui est un peu difficile à imaginer pour notre génération, c'est que en fait, notre grand-père, comme les gens qui vivaient avec lui, c'est-à-dire ces intellectuels, Emmanuel Mounier, Paul Ricoeur, Henri-René Marou, Paul Fraisse, Jean Baboulène, c'était vraiment des stars de la pensée. C'est-à-dire que quand ils avaient quelque chose à dire, ils appelaient le monde et ils faisaient la une et on les écoutait. Alors, ça nous paraît complètement dingue aujourd'hui. Et vraiment, ils ont pesé dans les idées, dans l'histoire des idées, dans la décolonisation, dans la reconstruction d'après-guerre, dans la construction de l'Europe, dans aussi la modernisation de l'Église, plein de grands combats dans lesquels ils ont joué et qui nous paraissent aujourd'hui un peu lointains, vraiment appartenir à l'histoire. Et voilà, et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les murs blancs, c'est un petit peu une petite arrière-cuisine ou un petit laboratoire des idées de la seconde partie du XXe siècle. Et est-ce que c'était pas aussi une manière, à travers ce lieu, de remettre en avant aussi tous ces hommes et ces femmes d'ailleurs, on reviendra sur les femmes après, mais qu'on a, alors je vais pas dire oublié parce que c'est pas vrai, il reste des écrits, il y a des personnes qui sont encore très fortes et qui ont marqué leur spécialité, mais dont on parle peut-être un peu moins aujourd'hui. Est-ce que c'était pas aussi une volonté voilà, de leur rendre hommage et de remettre en avant aussi à quel point ils avaient compté dans la pensée française? Alors si, c'était un peu ça, parce que non seulement, en fait, nous, on s'est rendu compte de leur importance, mais on s'est rendu compte que les gens ne se rendaient pas compte de leur importance. Et donc, c'est aussi un peu ce qu'on s'est dit, nous, en creusant cette histoire, c'est que, et en refermant, en mettant un point final au manuscrit, et on raconte à la fin qu'on ferme un peu la porte des murs blancs, c'est qu'en fait, on est à la fois un peu triste que le lieu soit un peu, enfin, que les gens ne s'en occupent pas, qu'ils partent un peu à la dérive, et à la fois super content d'avoir écrit cette histoire parce qu'on l'a remise au goût du jour, et qu'on a un petit peu montré et écrit à quel point elle était importante, à quel point elle avait inspiré des combats, à quel point elle avait inspiré, par exemple, la construction européenne. Voilà, des choses comme ça. Donc, on a un petit peu aussi rendu justice quelque part à cette histoire. Et c'est à la fois important parce que c'est important de remettre une histoire importante au bout du jour, mais aussi parce qu'elle est inspirante par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même un philosophe qui se dit, qui n'est pas d'accord avec le monde dans lequel il vit, et qui décide de créer une troisième voie entre communisme et capitalisme. Et il y a beaucoup de... Et donc après une crise, après le crash boursier du jeudi noir, et donc il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui et avec les nouvelles pensées un petit peu qui arrivent en ce moment. Ce qui est intéressant, alors on va revenir aussi d'ailleurs sur la jeunesse de ce lieu, puisqu'on en parle justement de l'origine. En fait, donc c'est Emmanuel Mounier qui du coup a envie de créer ce lieu comme ça, donc qui cherche un lieu pas très loin de Paris qui pourrait être le lieu où lui il irait s'installer. Il s'installerait avec des personnes qui lui sont proches, des collaborateurs de la revue, en tout cas qui est une communauté de pensée. Il a ce lieu idéal comme ça où les gens y vivrait, où il y aurait effectivement régulièrement des débats d'idées, où il y aurait en fait plusieurs univers à la fois personnels et professionnels qui se mêleraient en ce lieu. Il y avait l'idée aussi dès le départ d'une école. Alors effectivement, vous racontez dans le livre que finalement ça a été un peu compliqué, que ça n'a pas pu se faire. Sur quoi, en fait, quelles étaient les bases, on va dire, de cette envie communautaire, en fait? Sur quoi c'était fondé concrètement?
Mounier, c'était donc un philosophe à la base. Il avait fait des études de philo et après, il n'a pas voulu être professeur. En gros, il avait quand même un objectif, c'était changer le monde. Hein. Il y avait pas, c'est ça. Hein, d'ailleurs, c'est un rêve, le rêve communautaire, c'est pouvoir, on va dire, faire un monde meilleur, penser un monde autrement, penser un monde meilleur. Ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est que il ne croyait pas. On est après la Première Guerre mondiale, juste avant la Seconde, juste après la crise de 29. Et donc, lui ne croyait ni au capitalisme, ni au marxisme, qu'il appelait la petite sœur malade du capitalisme. Il voulait trouver une troisième voie, tout aussi en rejetant le fascisme qui était en train de monter dans toute l'Europe. Essayer de trouver une troisième voie qu'il a donc appelée le personnalisme, et un personnalisme qui disait personnalisme communautaire. Donc, le personnalisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de penser plus l'être humain comme un individu, mais comme une personne qui trouverait sa place justement dans un groupe et dans ses communautés. Et donc, il voulait mettre en fait sa théorie à l'épreuve de la pratique et lui-même vivre en communauté et faire en sorte que dans cette communauté, les hommes deviennent meilleurs. Et donc voilà, donc c'est un peu la base de son projet. Après, il y a eu 2 phases dans son projet, comme vous dites. Il y a eu la phase où il voulait d'abord en faire un pensionnat, en fait, donc une espèce d'hôpital, de pensionnat pour les enfants d'école. C'était pas très exact, mais en tout cas, c'était pour éduquer ou rééduquer en fait les enfants pour devenir en gros des bons petits soldats du personnalisme. Hein, c'était un peu ça. Et puis la deuxième étape après la guerre qui a complètement changé son projet, puisque finalement, ce sont des collègues qui sont venus s'installer avec lui pour faire une communauté de pensée. Je te laisse ajouter des choses, Hugo, si tu veux. Non, c'est très bien expliqué. En plus, Léa a fait des études de philosophie, donc elle est beaucoup plus forte que moi pour expliquer ce genre de concept. Non, ce que je peux dire, c'est que pourquoi est-ce que c'est inspirant, enfin, le parallèle que je fais par rapport à aujourd'hui, c'est que ça part d'une crise et c'est une volonté de redonner une nouvelle place à l'homme par rapport. Là, c'est par rapport au groupe. Donc, c'est un peu, il y a un anthropomorphisme. Mais aujourd'hui, quand je parle de nouvelle pensée, c'est un peu aujourd'hui, avec les crises, il y a aussi cette volonté de redonner une nouvelle place à l'homme, même si c'est plus par rapport à la nature et à l'écosystème. C'est en ça que je disais que c'était assez inspirant par rapport à ce qu'on vivait aujourd'hui. Mais d'un autre côté, en fait, il y a ce projet utopiste, on va dire. Et ce que vous montrez bien aussi dans votre livre, c'est qu'il y a l'épreuve du réel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idéal communautaire, il y a effectivement toutes ces idées magnifiques et il y a le quotidien. Et on se rend compte en arpentant ces souvenirs des murs blancs que tout ne se passe pas comme prévu en fait. Tout simplement parce que effectivement, ça a beau être on va dire, une application du personnalisme et donc des personnes, il y a quand même des individus et puis des individus avec une pensée forte et avec un ego assez fort aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup comment ce cocktail assez explosif se passait justement au quotidien? Ouais. En fait, il faut commencer par le commencement, à savoir par la personne de Mounier, parce que en fait, si cette communauté a pu être créée, a pu vivre, c'est grâce. Alors nous, on dit que c'était pas une secte, mais que cette communauté avait quand même un gourou, parce que Mounier, c'était quelqu'un qui avait un charisme énorme. Et donc tout le monde est aussi venu au Mur Blanc pour le suivre, c'est cette personne. Les gens le croyaient, les gens le suivaient, et c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Mais il y avait quand même un problème. Évidemment, c'était des grands hommes, mais ils avaient des petits côtés et surtout des très gros égos. Et donc, autant le travail se passait très bien entre eux, il y avait un foisonnement d'idées, etc. Autant la vie en communauté, les petites choses du quotidien étaient réelles. Et donc, pourquoi j'ai commencé par parler du charisme de Mounier? Parce que quand Mounier est mort, cette communauté qui portait un peu à bout de bras, c'était un peu le père fondateur, a un peu explosé humainement. C'est-à-dire que les engueulades pour savoir qui aurait telle salle ou telle chambre, etc., sont devenues de plus en plus intenables. Et je laisse pour Léa poursuivre sur ce sujet. Non, mais je rebondis juste sur ce que tu disais Ouais. sur Mounier et le fait qu'il était le père fondateur, le gourou, et que surtout il avait 2 fils quelque part. C'est-à-dire notre grand-père Jean-Marie Domnac, qui était un peu le fils spirituel, qui a repris les rênes d'esprit plus tard.
et un autre fils qui était Paul Fraisse, qui était la main, la cheville ouvrière des Murs Blancs, sans qui cette aventure ne se serait jamais faite, parce que c'est lui qui se tapait tout le boulot concrètement, hein, tout ce qui était de l'ordre du manuel, de l'entretien des bâtiments, de vraiment toutes les corvées administratives, c'est lui qui faisait tout, donc sans lui, rien. Mais c'est vrai que du coup, et ce qu'on dit un peu dans le livre en rigolant, c'est qu'il avait une espèce, il était amoureux de Mounier, il avait un rapport avec lui complètement passionnel, fusionnel, etc. Et que du coup, quand il est mort et qu'il n'a pas désigné d'héritier direct, on va dire, c'était une communauté sans tête. Donc il n'y avait plus de chef avec des fils, en gros, qui se battaient pour la succession. Donc évidemment, l'équilibre était précaire. Et je dis précaire parce que je pense à Paul Ricoeur qui apparaît après, à qui on a demandé plus ou moins de remplacer Mounier, mais qui refusera cette place qu'on lui aura assignée. Ben, enfin, il refusera. En tout cas, il prend place, on va dire, physiquement en ces lieux, mais ce que vous mettez en avant, c'est qu'il a été incapable de prendre la succession de Mounier dans le sens où il était incapable, effectivement, de trancher ou de donner, en tout cas, des ordres, de gérer ce lieu, vraiment avec un côté gestionnaire. Et effectivement, ce qui a aussi... comment dire, laisser le champ libre à chacun pour exprimer ses désaccords. D'ailleurs, je voulais revenir aussi sur l'idéal de départ. Il y avait une constitution, a priori, des Murs Blancs. Je vais juste lire un petit extrait. Alors, c'est pour donner le ton aussi, en fait, de ce que Emmanuel Mounier voulait, parce que là, on parle de choses quand même qui sont très sérieuses. Il y a cette communauté, il y a cette pensée, on imagine tous ces intellectuels passant la journée voilà, à réfléchir à tout un tas de choses, mais la Constitution est assez intéressante parce que là, pour le coup, c'est là où on se rend compte aussi de la vie et de la joie que Mounier voulait aussi insuffler à ce lieu. Bon, alors je ne vais pas lire tout ce qui est dans le livre, mais juste un petit extrait comme ça. Chaque année sera fixé le montant par ménage des attributions d'anarchie, de fantaisie ou d'humour noir. Les chaires en Sorbonne ne donnent pas droit à un supplément d'attribution, non plus que les distractions philosophiques ou le goût lyonnais bien connu pour la folichonnerie. Et toute la Constitution est enfin, en tout cas, vous en donnez quelques extraits, un réel bonheur comme ça de choses extrêmement joyeuses. Comment dire, il y a d'un côté cette constitution qui est très très vivante et à côté de ça, effectivement, on montre bien la part sombre peut-être aussi un peu de ce lieu. On disait effectivement au niveau de la répartition des tâches, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines personnes qui le faisaient bien volontiers ou parfois par dépit, et d'autres qui essayaient de botter en touche. Il y avait comment on se répartit les logements. Il y avait cette idée de faire des repas en commun dès le départ qui a petit à petit été abandonnée. Alors, quelle est votre position justement par rapport à ça et par rapport à ce qui est raconté dans le livre? Est-ce qu'il n'y a pas un regret de se dire aussi que cette vie en communauté n'a pas pu aller comme elle était imaginée au départ, en fait? Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, elle a été imaginée en plusieurs étapes, elle s'est adaptée, mais en même temps, je veux dire, une vie en communauté, je pense que ça prend aussi avec le fait que les personnalités réussissent à s'agréger ou non. Là, on était dans une communauté qui a vraiment fonctionné d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui, quelque part, ils voulaient changer le monde, ils ont quand même un peu réussi, en fait. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, ils l'ont réussi à le pousser, à le faire évoluer, etc. Après que humainement, il y ait eu des choses qui ont un peu moins bien fonctionné, que voilà, bah, c'est un peu c'est une tentative humaine, donc ça nous paraît normal. Mais moi, j'ai pas l'impression en fait enfin, quand on nous demande est-ce que finalement c'est un échec ou pas, moi j'ai plutôt l'impression qu'en tout cas dans la tentative, ça a été quand même une réussite pour tout ce qu'ils ont fait et pour tout ce qu'ils ont laissé. L'importance d'ailleurs des réunions qui se déroulaient le dimanche, tous les débats, etc. Et tout ça, vous y revenez plusieurs fois aussi, à quel point effectivement ça s'est monté très vite en puissance et à quel point il y a eu une importance cruciale de toutes ces réunions qui avaient lieu en ce lieu. En tout cas, effectivement, ça et tous les gens qui ont fréquenté ces murs blancs, parce qu'on parle des familles qui s'y sont installées, mais c'était un lieu de vie au-delà aussi de cette simple vie quotidienne. Qui on pouvait y croiser, par exemple, en fonction des époques? On a pu y croiser Mitterrand, on a pu y croiser Macron, Chris Marker, par exemple. Ça, c'est des politiques.
Je sais pas, Léa, moi, j'ai pas la mémoire des noms. Vous avez parlé de Mauriac aussi. Il y a toute la génération de journalistes qui ont été formés par Esprit. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même tous les Jacques Julliard. Julliard, voilà, Ouais. tous les Jean Lebrun, les Philippe Meyer, les Éric Conan, et puis Ouais. après aussi les gens qui ont marqué un peu l'époque, les politologues, les sociologues, Alain Touraine, Alfred Grosser. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que ce n'était pas que français, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de réseaux européens et mondiaux. Nous, on a quand même interviewé un ancien ministre portugais, on parle de Jorge Samprum, on parle de Berdayev, on parle de gens comme ça, en fait, qui ont marqué la culture et la politique européenne et qui sont venus aussi au Mur Blanc. Donc en fait, on pouvait y croiser une espèce de constellation d'intellectuels et d'artistes, de gens qui ont fait l'époque, quoi. J'aime bien le terme de constellation. Aussi, oui, j'aime bien le terme de constellation parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans toutes les personnes que vous évoquez dans le livre que ça touche vraiment tous les domaines. Effectivement, on parle de philosophes, d'artistes, de mathématiciens, il y a la politique qui est très forte aussi, mais c'est incroyable à quel point justement les débats étaient riches, variés, à quel point ils avaient cette envie aussi de se faire croiser les disciplines, en tout cas pour vraiment, vraiment améliorer le monde en fait. Ouais. Il y avait se croiser les disciplines, en effet, parce qu'ils avaient une ouverture d'esprit vraiment exemplaire. Et il y avait aussi se faire croiser les avis. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que en fait, Esprit et leur mentalité, leur manière de fonctionner, leur manière de débattre, c'était de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, à la fin d'Esprit, Mounier, par exemple, voulait toujours parler avec les communistes, alors qu'il n'était pas d'accord avec eux, parce qu'il se disait les communistes sont aujourd'hui le grand mouvement de masse qui s'occupe des pauvres. Et donc, si on se fâche avec eux, on ne peut rien faire. Il faut plutôt trouver des points d'accord. Mais ce qui symbolise bien cet état d'esprit, c'est à la fin du journal Esprit, c'était le journal à plusieurs voix, qui était une sorte de bataille d'édito entre gens pas d'accord, qui n'avaient pas le même avis. Et c'est vrai, encore une fois, je fais le parallèle avec aujourd'hui où, quand on n'est pas d'accord, il y a quand même beaucoup moins de débats. C'est vrai que c'est assez inspirant. On va revenir aussi sur un point important parce qu'on parle d'hommes, de beaucoup d'hommes dans ce livre. Et vous avez eu à cœur de consacrer quand même un chapitre aux femmes parce que effectivement, elles ont eu leur importance aussi. Est-ce que ces hommes ont pu être ces hommes tels qu'ils l'ont été parce qu'il y avait aussi ces femmes à leur côté? Ah bah ça c'est évident, et en plus elle nous a beaucoup coûté de faire qu'un chapitre sur les femmes, parce que c'est ce qu'on dit d'ailleurs au début, on avait l'impression à chaque fois de les mettre à part, et quelque part en fait on s'en voulait, et en même temps on se disait non mais ce qui est terrible c'est que c'est l'histoire qui les a aussi mises à part, et que c'est ces hommes aussi qui les ont mis à part, c'est-à-dire que tous ces hommes on connaît leurs exploits de résistants, on connaît quand même leurs pensées, ils ont laissé des livres, etc. Et on connaît beaucoup moins ce qu'ont fait leurs femmes qui ont été tout aussi héroïques qu'eux, si ce n'est plus. On donne l'exemple de notre grand-mère, par exemple, qu'on surnommait Mamita, qui avait, avec notre grand-père, nous avait laissé pour leurs 50 ans de mariage un récit de leur rencontre qui s'est passé pendant l'occupation, et donc ils étaient résistants tous les deux. Et en fait, on se rend compte que notre grand-mère a été une véritable héroïne et qu'elle se l'est jamais ramenée là-dessus, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que notre grand-père, on savait, on connaissait ses exploits, il en a parlé, etc. C'est vrai qu'elle, on connaissait beaucoup moins. Et surtout, toutes ces femmes, en fait, en plus, certaines qui travaillaient à l'époque, etc., donc comme notre grand-mère, elles se tapaient toutes les corvées, toutes les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Et surtout, dans cette communauté où venaient des tas de gens tout le temps et qu'on ne savait pas qui allait dîner, qui allait rester, etc., toujours être là et être capable de faire à dîner pour 10. Et malgré aussi le fait que beaucoup de ces familles gagnaient très peu d'argent. On parle au début quand même de l'après-guerre, du rationnement, du fait qu'ils aient un verger commun justement pour être le plus indépendant possible. Mais peu importe, en fait, peu importe l'argent, il fallait faire bouillir la marmite, comme on dit, quoi. En fait, si je peux rajouter un petit truc, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que il y a une forme de décalage entre leur machisme. Bon, ils étaient machistes parce que évidemment l'époque était aussi comme ça, etc. Mais ils étaient machistes par leurs actes. Et d'une certaine manière, ils étaient avant-gardistes aussi sur le féminisme parce que notre grand-père était un des seuls intellos à défendre le deuxième sexe. Ou par exemple, ils ont fait un numéro d'Esprit. Je
crois que c'est dans les années 60, je ne sais plus quand la date, peut-être que tu la connais, Léa, mais un numéro d'esprit, la femme aussi est une personne. Bon, ça peut paraître un peu… C'était bien avant, c'est un des premiers, enfin, c'est dans les années, avant la guerre, je crois. Voilà. Bon, le titre aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que bon, c'était avant-gardiste. À une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'était avant-gardiste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi remettre dans l'époque où ces femmes, effectivement, on était après la guerre. C'était pas… Mais d'ailleurs, ça a aussi été sûrement un modèle très inspirant pour Geneviève Fraisse, dont vous parlez aussi dans le livre, qui est devenue justement cette grande féministe qu'on connaît. Je pense qu'effectivement, toutes ces femmes ont été des modèles d'inspiration quelque part aussi, on va dire, dans les limites de ce qu'elles ont pu faire. Mais effectivement, ce lieu, en tout cas, et ces femmes-là n'ont pas été étrangères à cette vocation, en tout cas. Je pense que ça a été à double tranchant. C'est des modèles d'inspiration. La mère de Geneviève, Simone, qui a été quand même la première femme agrégée de lettres en France, et sa sœur, donc la tante de Geneviève, première femme agrégée de médecine, c'est quand même pas rien. Et notre grand-mère, résistante, femme très indépendante aussi. Voilà, c'est ça. Donc oui, ça a été des modèles. Après, ce qui a été aussi un anti-modèle et ce qui lui a donné envie aussi de découvrir d'aller plus loin dans le féminisme, etc., c'était justement à quel point elles étaient maltraitées par rapport à leur capacité et ce qu'elles faisaient. Et Geneviève Fraisse, c'était quand même la première génération de femmes qui faisaient des études. Vraiment, enfin, sa mère, etc., étaient des exceptions, mais ce qu'elle voyait autour d'elle, pas forcément. Et il y avait ces femmes fortes, et d'un autre côté de la communauté, il y avait aussi les femmes qui ne travaillaient pas. Il y avait Simone Ricoeur, il y avait la femme de Jeanne Baboulène, il y avait la femme de Marou, et qui étaient des femmes de l'ombre, qui pourtant étaient très intelligentes, etc., mais qui se dédiaient vraiment au travail de leur mari pour que leur mari puisse être les penseurs qu'ils ont été, en fait. On va revenir aussi sur les enfants, justement, de ces grands penseurs et de ces femmes d'exception, puisque au départ, il y avait cette idée peut-être de former une école, et quelque part, à un moment donné, vous dites, c'est peut-être pas plus mal qu'ils ne soient pas allés sur ce terrain-là, parce que effectivement, c'était peut-être des grands penseurs qui étaient peut-être aptes à former des pensées, mais le rapport avec les enfants, il était quand même très particulier. Alors, il y avait cet esprit de famille qu'on a voulu insuffler, puisque les enfants devaient appeler les autres habitants du lieu des oncles et des tantes, effectivement. Mais après, le rapport de chaque personne avec leur propre enfant, ça a été un peu compliqué, en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passait, du coup ? Oui, déjà, il faut imaginer que c'est pas facile de vivre avec non pas un père, mais 6 pères, enfin 6 figures paternelles qui font partie des plus grands intellectuels de leur époque. Donc pas mal de pression quand même. Après, il y a aussi une absence de transmission qui est forte, c'est-à-dire que ok, les mômes, on vous laisse tout seul dans le jardin et vous allez jouer à la guerre des boutons un peu, quoi. Enfin, pas à la guerre des boutons, mais j'exagère un peu, mais en fait, ils avaient plus tendance à transmettre à leurs étudiants, qu'à leurs enfants. Donc, du coup, c'était pas vraiment facile à vivre pour les enfants. Les enfants qui ont d'ailleurs fini par singer les adultes en créant leur propre revue. Mur Blanc Cancan, qui était assez marrante d'ailleurs. Justement, on a mis la main sur des exemplaires, mais non, c'était pas facile. C'était pas facile. Après, le résultat, c'est qu'il y en a assez peu qui ont suivi le modèle intellectuel de leurs parents. Il y a quand même notre père un peu, mais qui est quand même journaliste, mais même si il se revendique quand même de tout ça avec ses combats politiques et tout. Il y a eu notre oncle qui est passé quand même par la Chine pour aller pour devenir intello et chercheur. Et il y a eu aussi Geneviève Fraisse, mais dans la majorité, ils n'ont pas épousé des carrières forcément intellectuelles. Ce
qui ne les a pas empêchés non plus, à un moment donné où justement ils commencent à grandir, à devenir adolescents, puis certains étudiants, de mener quand même leurs engagements, une forme de combat. On voit dans le livre qu'ils ont aussi épousé les causes d'une époque, parce qu'ils ont grandi aussi, ils sont devenus adolescents ou étudiants dans les années 68 du coup. Ils ont connu mai 68, ils ont connu tout ça. Donc ça, c'était quand même, il y avait cette pression supplémentaire aussi, à un moment donné, de trouver en tout cas une place. Il y avait de trouver une place et s'il n'y a pas une vraie, entre guillemets, transmission intellectuelle, en tout cas ressentie par les enfants, parce que ce qu'ils disent tous, c'est un peu, ils étaient dans un bain de culture, on leur expliquait pas vraiment, ils devaient aller attraper les choses, tout ça. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ont tous en commun et qui revendiquent, et ça fait partie de ce que vous venez de dire, c'est les combats. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, il fallait être du côté des résistants. C'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas aux cow-boys et aux Indiens, ils jouaient aux Allemands et à la résistance. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie qui les a impactés, où les enfants des murs blancs, parce qu'on avait peur que la propriété soit plastiquée par l'OAS, faisaient des rondes de nuit avec les étudiants. Donc, ils ont quand même été partie prenante des combats de leurs parents. Et du coup, se sont ensuite eux-mêmes approprié leur combat, qui correspond effectivement au combat d'une époque. Donc, ça a commencé pendant la guerre du Vietnam avec les comités Vietnam dans les lycées, etc., contre la guerre. Et ça s'est prolongé avec mai 68, où pour le coup, tous les enfants du mur blanc ou presque qui avaient l'âge justement d'être étudiants, ou notre père par exemple qui passait leur bac, se sont absolument tous mobilisés. Et cette fois-ci, n'ont pas vraiment invité leurs adultes dans leur combat. En fait, comme les adultes ne les invitaient pas vraiment quand ils étaient plus petits à leurs fameuses réunions entre intellectuels. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir donc les différentes personnes qui sont passées dans ce lieu. On a évoqué effectivement un personnage assez intéressant qui apparaît d'ailleurs sur le bandeau du livre, c'est Emmanuel Macron, et c'est un peu... alors, c'est pas un fil rouge. Néanmoins, on le retrouve à différents endroits dans le livre, parce que vous expliquez aussi la quête que ça a été de pouvoir recueillir sa parole. Puisqu'il a fréquenté ces murs blancs. Est-ce que vous vouliez recueillir sa parole comme vous avez mené peut-être votre enquête avec d'autres personnes, ou est-ce que il y avait un statut particulier de par sa position actuelle? En fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait entre guillemets, une question que beaucoup se posaient. C'était à quel point Macron est un héritier, et c'est une question qui a évidemment une portée politique un peu sensible, qui est à quel point Macron est un héritier de Paul Ricoeur et de cette génération. Et c'est sensible parce que c'est un peu la mythologie politique d'Emmanuel Macron de se revendiquer de Paul Ricoeur, etc. Après, comme un témoin particulier, évidemment, oui, parce que c'est le président, et parce qu'on voulait qu'il nous raconte ses souvenirs de ce lieu, ses souvenirs de Ricoeur. Oui, après, nous, on a été hyper contents et heureux qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous livrent finalement. On lui a couru après pendant presque 3 ans. Et justement, c'est parce que c'était assez sensible qu'il a eu un peu du mal. Enfin, à mon avis, qu'il a pas voulu nous voir tout de suite parce qu'il savait pas trop où est-ce qu'il mettait les pieds. Mais ce qui était assez sympa, c'est que quand, en fait, il nous a vus, il nous a reçus parce qu'il avait lu notre livre, et qu'il nous a dit aussi que lui-même avait appris des choses sur cette communauté, qui n'était pas au courant de tout, que lui, il était vraiment dans sa relation avec Ricoeur, et que ça lui a permis de se replonger un petit peu dans cette époque et de faire et de relire un peu Mounier, un peu tous ces gens-là. Après, particulier, oui aussi, parce qu'il nous a aussi aidé, on l'assume, à aussi faire revivre un peu cette histoire et à la remettre un peu au bout du jour. Et nous, on l'en remercie parce qu'on est conscient qu'il n'était pas tenu forcément de nous voir, et qu'il a aussi bien voulu nous voir pour ça. Pour nous aider à le faire. Si j'ajoute un truc, quand tu parles, ça me fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, sans lui, ce livre ne se serait pas vraiment, aurait du mal à se faire, parce qu'il a vraiment remis les murs blancs sur le devant de la scène. Et en même temps, on a failli faire le livre sans lui, parce qu'en fait, on lui a quand même envoyé le livre terminé, et c'était pas du tout gagné qu'il nous reçoive. Ouais. C'était vraiment un coup de théâtre, et que notre éditeur, on était vraiment prêt à le faire sans lui. Et finalement, l'histoire se suffisait à elle-même,
sans Emmanuel Macron. Donc, et finalement, c'est super qu'on l'ait fait avec lui, etc. Mais en fait, quand tu parlais, je me disais, mais en fait, c'est marrant parce que, et c'est vrai que finalement, on n'aurait pas pu le faire sans lui, et en même temps, on a failli le faire sans lui. Donc, Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, comment s'est effectué le travail de recherche? Parce qu'en fait, là on disait effectivement, ça fait 3 ans que vous lui courez après, mais le livre, il est né il y a plus de 3 ans. En combien d'étapes et comment ça s'est effectué ce travail? Alors, vous aviez évoqué l'idée au départ de faire un film qui s'est transformé en livre. Comment on effectue ce travail de recherche? Qui vous avez pu interroger? Et du coup, voilà, comment ça a pris cette forme-là aussi? Bah, en fait, c'est un travail qui a commencé en 2009. Donc nous, à l'époque, notre grand-mère, donc Nicole Domnac, c'était la dernière témoin vivante des murs blancs de sa génération, et elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, comme on sait, la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui fait perdre des souvenirs. Donc, elle commençait à devenir vraiment incapable de nous raconter justement ce qu'on ne savait pas. Donc à l'époque, avec ma cousine Élise, qui elle est agrégée de philo, donc philosophe, prof à Normal Sup, etc., on s'est dit, bon, bah, il faudrait peut-être qu'on en fasse quelque chose de cette histoire, qu'on la creuse, qu'on la raconte, justement, avant que tous les témoins disparaissent. Donc en fait, on a commencé par s'enfermer un été dans le bureau de notre grand-père qui était mort depuis quelques années, et de commencer à trier les archives. Justement, on a retrouvé la Constitution blanquiste, etc., plein d'archives comme ça, et commencer aussi à interviewer des gens qui avaient connu les murs blancs, c'est-à-dire certains des enfants des murs blancs, mais aussi voilà, des gens comme Alfred Grosser que j'ai vu à l'époque, ou Michel Crozier qui est décédé depuis, ou Camille Bourniquel, ou de la vieille garde d'esprit. Et puis finalement, ce qu'on racontait au début, c'est que le film qu'on voulait faire ne s'est pas fait. Au début, c'était une idée de film parce que moi, je suis réalisatrice, donc c'est mon premier métier. Et donc voilà, et ma cousine spécialiste de cinéma aussi, donc il y avait vraiment cette envie-là. Et le lieu est tellement magique qu'évidemment, il y a quelque chose de cinématographique qu'on a d'ailleurs essayé de garder dans le livre. Et donc voilà, et ensuite, j'ai mis ça un peu de côté en me disant, bon, bah, on verra, etc. Et puis, justement, quand Hugo est revenu avec l'idée du livre et tout, finalement, bah, pourquoi pas, c'est une autre forme et c'est une autre façon de faire. Donc, il fallait faire, on va dire, une deuxième couche, c'est-à-dire aller revoir des témoins, ou alors voir qu'on n'avait pas vu ou pas pu voir, et puis aller, par exemple, à l'IMEC, qui est l'Institut des mémoires contemporaines, où étaient archivés justement les documents de nos grands-parents, mais aussi des Baboulennes, des Mounier, etc. Et puis lire et relire beaucoup aussi tous les auteurs, et puis tous les passages de la revue Esprit dont on parle et dont on s'est inspiré. Et bon, ça, notre grand-père avait la collection d'Esprit en entier, mais il faut dire que Esprit a très bien fait les choses. Maintenant, tout est numérisé, ce qui n'était pas du tout le cas en 2009. Donc, on peut aller trouver un article qu'on veut en tapant un mot-clé, ce qui est absolument génial, parce qu'en 2009, ça nous prenait genre trop de temps. donc voilà, c'est un peu comme ça que sont organisées les choses, quoi. Et est-ce que vous avez pu aussi, du coup, interviewer des enfants et des petits-enfants, justement, des membres présents? Est-ce que ça vous a permis de retrouver justement des personnes dont vous étiez peut-être éloigné ou que vous connaissiez que de nom comme ça? Bah oui, on en a interviewé beaucoup dans toutes les familles. Après, c'est pas des gens qu'on connaissait forcément très bien. Que c'est pas des gens qu'on a beaucoup vus nous quand on était petits pour aller au Mur Blanc, mais en tout cas, ça a été souvent des très belles rencontres et des gens qui nous ont très bien accueillis. Et le truc aussi qui est génial et qui était très très important pour Léa et moi, c'est que le livre soit bien accueilli par eux aussi. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le livre et que ça soit aussi leur livre à eux. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on a réussi, dont on est très fiers. Finalement, prolonger cet esprit de communauté, en fait. Voilà. Il y a ça, réussir à réunir tout le monde. Ce qui est marrant, alors on réussit à réunir tout le monde, mais évidemment, il y a toujours des gens qui vous disent, ah, mais moi, j'aurais pas dit ça, parce que effectivement, bon, il y a plein de témoignages, et puis il y a beaucoup de souvenirs un peu écran aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois des souvenirs où des gens nous disent, mais ça s'est pas exactement passé comme ça, moi, je me souviens pas de ça. Oui, bon, c'est normal, c'est des souvenirs, on n'est pas historien, et on joue avec ces souvenirs-là, et de temps en temps, on s'est aussi permis de recolorer d'un peu de fiction quand on n'avait pas tous les détails. Donc, par exemple, la mort de Mounier, on n'y était pas. On a décidé de prendre le parti de faire comme si on y était, parce qu'on n'avait aussi pas plus de témoins pour nous la raconter. On a lu, on a imaginé, etc. Mais ce que je voulais dire, par contre, ce qui est vraiment hyper sympa aussi, autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens de notre génération, c'est-à-dire des petits-enfants qu'on ne connaissait pas du tout,
c'est-à-dire de Paulette Mounier, des Marous, des 4 coins du monde, qui nous ont écrit, envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Ah, mais j'ai été au Mur Blanc une fois, je me souviens, ma grand-mère. Voilà. Et donc, du coup, qui sont hyper contents d'apprendre cette histoire qu'ils ne connaissaient pas non plus. Et donc, ça, c'est assez marrant. C'est vraiment, vraiment sympa. C'est plutôt de rencontrer, de découvrir des gens en fait, qu'on ne connaissait pas, quoi. Et justement, ces gens, ils vous ont écrit. Est-ce qu'ils vous ont envoyé aussi des documents visuels? Parce qu'on revient sur le côté documentaire. Parce que, après tout, maintenant que le livre existe, pourquoi pas faire un documentaire réellement, finalement, à un moment donné? Est-ce que vous avez réussi à réunir comme ça des images, soit des photos, soit des images, des vidéos d'archives, des choses comme ça? Alors, des photos, enfin, moi, j'en ai quand même un paquet. Enfin, j'ai pas mal de Ouais. choses. J'ai la constitution mur-blanquiste, etc. Puis, il y a des gens qui nous ont effectivement envoyé des photos et tout. Après, il faut voir à quel point un documentaire ne viendrait pas répéter le livre, Oui. mais le nourrir. Voilà, moi, j'ai presque tendance à dire qu'il y aurait peut-être même une fiction à faire pour justement apporter encore un nouveau souffle. Et pour les archives vidéo, Hugo travaille aujourd'hui à l'INA. Donc, bon, c'est vrai qu'on en a eu quelques-unes, quelques petites perles qu'on a redécouvertes, découvertes et redécouvertes grâce à ça, quoi. Et oui, pardon. Non, c'était hyper sympa de sortir des archives de l'INA, de notre grand-père, de Ricoeur, des Murs Blancs même, de Paulette Mounier, de toute cette époque. D'ailleurs, on en a fait une petite vidéo qui a été publiée par Grasset, qui est assez sympathique. Et avec ce livre, est-ce que vous vous sentez aussi maintenant un peu dépositaire ou responsable d'une mémoire, du coup? La question. Moi c'est simple. Non, moi, pas du tout. Je veux dire, le truc est tranché et réglé. Et je pense que. Alors, Hugo, il a peut-être pas le même ressenti que moi et ça a peut-être été plus compliqué ou pas. Mais moi, je sais que si je m'étais même ressenti comme ça au début en écrivant le livre, j'aurais pas pu l'écrire. C'était trop de responsabilité, en fait. Donc voilà. Donc, non, j'ai l'impression qu'on a. Enfin, moi, en tout cas, qu'on a fait un certain travail. Et que c'est un travail effectivement de mémoire et que quelque part on a redonné vie à ce lieu, mais je me sens pas plus héritière, pas plus dépositaire, pas plus. Maintenant, c'est aux gens de s'en emparer et qu'ils renaissent d'une façon ou d'une autre. Et nous, quelque part, on a fait notre boulot, mais D'accord. trop de responsabilités. Moi, je suis un peu comme Léa, mais je dirais quand même que en fait, faire ce livre, c'est forcément quand tu viens d'une famille d'intello, tu as toujours de la pression. Et que faire ce livre, ça m'a permis vachement de m'approprier cette histoire et de la démystifier aussi. Voilà. En fait, c'était des hommes avant tout. C'était très intelligents, mais ils avaient quand même des mauvais côtés. C'était des humains, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé à titre personnel. Je vous conseille de faire des livres sur votre histoire familiale. C'est beaucoup plus efficace qu'une thérapie. Je vous posais aussi cette question parce qu'effectivement, il y avait le regret un peu au début du livre et au début de cette interview de se dire que ce lieu aujourd'hui, il est un peu laissé à l'abandon. C'est vrai qu'on parle, tout bêtement, je suis allée sur Google Street View cet après-midi, je ne fais pas de publicité, mais effectivement, on voit le petit panneau patrimonial qui explique ce qu'il y a eu autour de ce lieu, on voit l'extérieur du parc, etc. Bon, déjà, ça nous donne très envie d'aller le visiter et d'y entrer. Et est-ce que il y aurait pas... alors, il y a a priori une bibliothèque, la bibliothèque Mounier, est-ce qu'elle est encore ouverte? Elle y est plus, d'accord. Non, et maintenant, ça appartient vraiment à des particuliers. En fait, il y a encore 2 maisons, 6 appartements. Nous, on a toujours le nôtre, mais qui est en indivision, donc on attend que ça se règle. Après, les autres sont habités, donc il y a des gens toujours qui habitent dans ce parc. D'ailleurs, au début, on parle du voisin qu'on a rencontré, qui est le cousin de François de Noël, qui est donc encore un des derniers, on va dire, dans la tradition des lieux des Murs Blancs. Et sinon, oui, de toute façon, c'est que des particuliers qui ont racheté les appartements et qui vivent dans ce parc. Donc, il n'y a pas d'ambition d'en faire quelque chose ou quoi. Voilà, c'est vraiment privé maintenant, quoi. D'accord, ok. On va créer des visites touristiques payantes, des murs blancs. Non, mais au-delà de ça, effectivement, ce serait un lieu idéal et approprié justement pour, je ne sais pas, effectivement, faire des salles, des lieux de débat aussi, prolonger cet esprit justement d'esprit, avoir un centre d'archives, ce genre de choses en fait, effectivement, ce serait tout à fait possible.
Bien sûr, mais C'est bon, pour ça que je vous demandais aussi la responsabilité patrimoniale. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à refaire de ce lieu non, mais malheureusement, On aimerait bien, on aimerait bien. on adorerait. Moi, si Ouais. j'étais milliardaire, peut-être, mais malheureusement, Voilà, c'est ça. et plus à vendre à des promoteurs qui vont détruire le parc un jour que à en faire vraiment quelque chose d'un centre social d'accueil pour réfugiés. Enfin, malheureusement, Ouais. c'est ça. Et effectivement, si j'étais très, 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 très riche, peut-être. Mais bon, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment trop. Aujourd'hui, ça a pris une telle valeur, c'est pas possible. Non, En tout et cas, la puis, mémoire. ouais, Pardon. puis d'ailleurs, non, ça a été ouvert un moment pendant les journées du patrimoine, donc ça suscitait quand même l'intérêt des gens et tout. Donc c'est vrai, c'est vraiment un beau lieu et un lieu chargé d'histoire et d'esprit, vraiment, quoi. Le mot esprit Voilà, c'est ça. est important. Ouais, c'est clair. En tout cas, à défaut de pouvoir refaire vivre ce lieu, parce que voilà, on n'est pas millionnaire et qu'on ne pourra pas le faire, vous l'avez magnifiquement fait dans ce livre qui est vraiment passionnant, qui refait vivre toute une époque, qui refait vivre des personnages avec, on va dire, leur part solaire, leur part d'ombre. Rien n'est épargné et c'est ce qu'on a aimé aussi. Effectivement, il n'y a pas un côté extrêmement lisse et partial, donc c'est vraiment très intéressant. Et merci pour cet entretien qui a été aussi extrêmement éclairant. Rien. Merci à vous pour votre super lecture et votre super entretien. Merci beaucoup. Il y a quand même des questions qui sont arrivées et il y a une question très précise. Alors, je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, mais est-ce que vous avez des souvenirs de Jean Lacroix, que j'ai très bien connu, François Pérou aussi, et toute la bande d'Uriage? Alors nous non, parce qu'on est trop jeunes quand même et que je pense même, si je dis pas de bêtises, que Jean Lacroix est mort avant ma naissance ou pas loin, et donc bien avant celle d'Hugo. Et toute cette époque-là, non, très peu. Et puis surtout, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, on nous présentait pas les gens. C'est-à-dire que pour nous, Paul Ricoeur, c'était le vieux monsieur, le vieux voisin qui venait prendre le café après le déjeuner. On savait pas que c'était Paul Ricoeur. Donc même si j'avais Jean Lacroix à côté de moi, je pense que je n'aurais jamais su qui était Jean Lacroix. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais je l'ai rencontré à nouveau dans les archives de l'INA. On l'a vu dans les archives de l'INA, il me semble. Ouais. Et alors justement, quand vous avez réalisé que c'était vraiment eux, ça vous a fait quoi en fait? Quand on a réalisé que c'était, pardon, que c'était des gens importants. Voilà, important. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Est-ce que vous dites voilà, je les ai croisés, ça s'arrête là, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Moi, je dois dire que j'ai eu honte d'abord un peu parce que en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas très bien cette histoire et que c'était pas normal. Et dans un second temps, j'ai été passionné, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pris un pied immense à m'y replonger et à découvrir à la fois l'histoire de ma famille et de l'histoire de France, quoi. Et moi, je dirais que je suis pas quelqu'un de très nostalgique, mais j'avoue que là, de temps en temps, j'ai eu des petites pointes de nostalgie en me disant ah ouais, quand même, ça aurait été cool de pouvoir leur poser la question directement, ça aurait été chouette de savoir. J'ai fait un entretien il y a une dizaine d'années, justement, quand j'avais commencé cette idée de documentaire avec Michel Crozier, qui maintenant est décédé, qui était vraiment extrêmement émouvant, extrêmement touchant, parce que lui, il était quand même assez vieux, donc il perdait ses souvenirs, il perdait la mémoire, et en même temps, il avait très envie de parler. Et en même temps, je me disais, mais si j'avais pu parler à cet homme quand il était en pleine forme et qu'il devait être en train de discourir avec notre grand-père, ça aurait été tellement génial. Et puis voilà, bon, après, c'est des choses qui passent vite, mais c'est vrai que de temps en temps, comme ça c'est pas arrivé très souvent, mais j'avais cette petite pointe de regret, quoi, de me dire, oh là là, mais si j'avais su, vraiment, ça aurait été un monde qui aurait pu s'ouvrir. Alors après, est-ce qu'ils auraient accepté de le transmettre ou pas, parce que j'étais un enfant, parce que j'étais une femme, parce qu'ils ils n'ont pas vraiment transmis aux autres, hein, même qui ont voulu savoir, c'est pas sûr. Donc voilà. Alors Aurélie, elle a très bien balayé le livre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la qualité de la narration, parce qu'elle est quand même assez... la qualité littéraire est très bonne de cette narration. Je voudrais savoir comment vous avez travaillé tous les deux justement sur cette narration. En fait, on s'est réparti les chapitres et Léa réécrivait mes chapitres et moi, je réécrivais les siens. Donc finalement, ça a donné un truc assez homogène de passer, repasser, repasser, repasser. Et voilà. Et en fait, je pense aussi qu'on est assez complémentaires tous les deux sur l'écriture et la narration.
parce que Léa fait des films, elle est cinéaste et elle a vraiment cet art visuel de rendre les choses visuelles et puis de construire aussi un récit qui est très cinématographique. Et moi, j'ai bossé comme journaliste pendant 10 ans, donc je suis un professionnel de l'écriture, hein, donc voilà, ça aide. L'écriture, c'est un métier, donc c'est vrai que, merci beaucoup pour le compliment, mais je pense que voilà, je pense qu'on est assez complémentaires. Voilà. Il y a ça, et puis là aussi, c'est qu'on a quand même tâtonné sur la forme, parce que c'est un peu une forme hybride, faut le dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans du roman, mais on n'est pas vraiment non plus dans l'essai. On s'est vraiment interrogé, est-ce qu'on doit aller plus vers la fiction, ou alors est-ce qu'on doit aller plus justement vers du document. Et donc on était une espèce d'entre-deux, où finalement on s'est aussi un peu détaché, j'ai pas envie de dire de complexe, de choses et tout, mais en se disant, bon, bah, c'est pas grave, on invente aussi la forme qui nous paraît la plus juste, voilà, la plus facile. Et surtout, on avait vraiment à cœur de rendre cette histoire accessible, en fait. C'est-à-dire que moi, un des plus beaux compliments, je trouve, qu'on peut nous faire, c'est de nous dire, ah là là, mais je pensais que j'allais rien comprendre, que c'était un truc d'intello, que c'était pas mon histoire, enfin voilà. Et qu'en fait, j'ai lu ça comme un roman et ça m'a passionnée, même si je connaissais pas du tout les gens. Bon, voilà, on a appris des choses, mais j'ai vraiment lu ça comme une histoire. Et ça, du coup, on a vraiment travaillé là-dessus tous les deux, à avoir des formes de chapitres assez courtes. Voilà, Hugo a eu cette idée aussi d'avoir des titres de chapitres un peu cinglants, qui nous mettaient tout de suite dans l'histoire. Et voilà, et aussi après, cette vraie volonté d'avoir vraiment des vrais personnages, pour qu'elles ne soient pas juste des mythes un peu lointains, mais des gens qui ont de l'empathie. Ils sont réellement incarnés dans le livre, c'est ça qui est impressionnant aussi. Et juste si je peux ajouter un truc aussi, c'est qu'on a été vraiment super bien édité par notre éditeur Grasset, Pierre Marlière et Christophe Bataille, qui ont fait vraiment un travail de dingue, qui nous ont vraiment encouragés à faire des petites scènes, à mettre plus de nous, de nos souvenirs. Ils ont vraiment lu mot à mot, donc vraiment, c'est aussi grâce à eux qu'on trouve ça plutôt bien. Alors, il y a eu plusieurs questions sur comment votre famille a perçu le livre. Que s'est-il passé quand ils l'ont lu, le résultat final? Alors, notre famille paternelle, parce que c'est ça dont il s'agit, parce que notre mère est très fière de nous, je vais vous le dire. Elle peut. Elle est une mère cool, hein. On t'embrasse, maman. Elle est là. Voilà. Mais donc, notre famille paternelle... Et qui est écrivain aussi, d'ailleurs, notre mère, qui fait des super livres. Donc, c'est pas seulement une mère cool. On est aussi hyper fiers qu'elle soit fière de nous, parce qu'elle a écrit plusieurs best-sellers. Donc voilà, donc notre mère donc fière de nous, mais notre famille paternelle, en fait, globalement, ils l'ont très bien pris, donc, et ça c'était chouette. En tout cas, nos cousins qui l'ont lu nous ont fait vraiment des super retours. Nos oncles et tantes aussi. En tout cas, pour l'instant, voilà, peut-être que pour certains, c'était un peu plus dur que pour d'autres, mais en tout cas, ils ont tous pris sur eux, et globalement, les retours sont très bons. Notre père aussi, il nous a quand même beaucoup aidés aussi, ça a été un peu notre référent. Après, on a essayé que tout le monde y soit. Enfin, en tout cas, on a interrogé tous nos oncles et tantes, voilà, de la famille, pour qu'ils aient au moins tous leur voix. On n'a pas pu interroger tous les enfants des Murs Blancs parce qu'il y en avait trop, et que c'était compliqué, et que parfois les témoignages n'étaient pas les mêmes, et que machin. Mais on a au moins essayé d'en interviewer un ou deux par famille minimum. Donc voilà, donc c'était l'idée que tout le monde retrouve un peu sa voix, et finalement, je crois que ça a plutôt marché. Nous aussi, on avait à cœur de tirer le meilleur de chaque personnage. C'était un truc qui était important pour nous, de ne pas prendre parti pour un côté de la famille ou un autre côté, etc. Donc, je pense que ça a été aussi important dans l'accueil familial du livre. Moi, j'ai une dernière question pour Léa, un peu une question clin d'œil. Est-ce que vous avez réussi à avoir la vraie réponse à la question que vous avez posée, page 152, à vos parents, qui est la suivante? Qu'est-ce qu'il y a quoi après l'infini? Non, alors je n'ai toujours pas la réponse, mais en tout cas, pour le coup, cette histoire est vraie. C'est vraiment, on n'a pas inventé, et elle est vraie. Et non, je n'ai toujours pas la réponse, mais voilà, mais peut-être que je continue de chercher, de toute façon. Alors, la question que vous posiez, page 152, puisqu'apparemment, je ne sais pas, j'ai un problème de son, soi-disant, c'est il y a quoi après l'infini? Donc, votre père a appelé son père, donc votre grand-père, pour vous donner la réponse, mais apparemment, il y a plusieurs réponses à cette question. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vais remontrer Les Murs Blancs. Il est là. Il est sorti aux éditions Grasset.
Il est chez Aurélie à Limoges, à la librairie Page et Plume. Il est sur toutes les tables des librairies en France, bientôt à l'étranger, j'espère que vous serez traduit. En tout cas, lisez-le parce que c'est un vibrant hommage à ce lieu à part, à votre grand-père, à vos grands-parents plus exactement, à tout un pan de l'histoire aussi littéraire, à la vie intellectuelle du XXe siècle, on peut le dire. C'est remarquablement écrit, donc je vous conseille vraiment d'aller lire Les Murs Blancs, donc de Léa et Hugo Domenac. Je vais vous donner que lundi, on se retrouve à 19h avec Linda Bortoletto pour un livre qui s'appelle Le souffle des anges, qui est paru au Payot. Et Léa et Hugo, je vous laisse le mot de conclusion. Non, pour la conclusion, non, nous, on est hyper fiers et heureux de rencontrer. Enfin, ce qui est super avec ce livre, c'est qu'on fait plein de belles rencontres, comme vous, comme des librairies, voilà, qu'on parle à des gens qui ont été marqués par cette histoire, qu'on les retrouve. Et puis voilà, c'est grâce à ce genre d'événement, ce genre de rencontres qu'on peut le faire. Donc, merci infiniment de nous permettre de le faire et de nous inviter. Écoute, tu as fait un très beau mot de la fin. donc voilà, non, j'ai rien à ajouter. Non, on est ravis de l'accueil du livre, on est ravis qu'il plaise, voilà, et on est ravis de faire renaître cette histoire parce qu'en fait, c'était le but, c'est qu'à un moment donné, elle tombe pas dans l'oubli et peu importe en fait ce que deviennent les murs, voilà, au moins elle est écrite et au moins elle est plus méconnue. Donc, lisez Les Murs Blancs parce que vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est un très beau voyage intellectuel aussi. Léa, Hugo, Aurélie, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et belle route encore aux Murs Blancs. Merci Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.